J. m'appelle Olive Hartman. J'ai 31 ans et j'ai passé la majeure partie de ma vie à me taire pour qu'on ne me trouve pas dramatique. Ce soir-là, j'ai enfreint cette règle, le jour de mon anniversaire. C'était chez mes parents, à Kansas City, une maison qui paraissait toujours paisible en photo, mais qui, une fois à l'intérieur, ne l'était jamais. La soirée avait pourtant bien commencé, une lumière tamisée, des rires et un riche gâteau au chocolat au centre de la table. C'était mon préféré, celui que ma mère achetait quand j'étais petite. Pendant un instant, tout était calme. Puis la porte d'entrée s'est ouverte. Le bruit de talons a résonné dans le couloir. Elle était en retard. Elle était toujours en retard. Ma sœur est entrée sans un mot, son regard se posant sur le gâteau avant même de me regarder. « Tu aimes toujours ce truc amer ?» a-t-elle demandé, d'un ton plus froid que le sarcasme. J'ai souri poliment. « C'est mon anniversaire, Ivy. » Elle s'est approchée, une lueur familière dans les yeux, ce regard qui annonçait toujours des ennuis. Avant même que je puisse me lever, elle glissa ses deux mains sous le gâteau et le laissa tomber directement dans la poubelle. Le bruit, ce son lourd et humide, figea tout le monde dans la pièce. Du chocolat dégoulinait sur le sac poubelle blanc et quelqu'un laissa échapper un cri d'effroi. Je ne bougeais pas. Je ne criais pas. Je la regardais simplement et dis « Sors ». Ivy sourit lentement, cruellement, comme si elle avait gagné quelque chose d'invisible. Elle se retourna et se dirigea vers la porte, laissant derrière elle l'odeur du glaçage et le silence. Un silence qui ne se dissipe pas, qui attend. Avant de continuer, laissez un commentaire avec votre ville et l'heure. Voyons jusqu'où cette histoire ira ce soir. Cette nuit-là a ouvert une porte sur des souvenirs que j'avais gardés verrouillés trop longtemps. Ce n'était ni le gâteau ni le silence qui suivit. C'était la même douleur que j'avais ressentie toute ma vie. La maison de Kansas City semblait toujours la même. Mais dans ma tête, j'étais redevenue la petite fille qui ne pouvait jamais gagner. Ma sœur Ivy Hartman était toujours le soleil, et moi, son ombre. Quand nous étions petites, maman brossait les cheveux d'Ivy tous les matins devant le miroir, un sourire radieux aux lèvres. « Tu as une telle grâce », disait-elle pendant que j'étais assise à côté d'elle, en train de lasser mes baskets. Puis elle me regardait. « Olive, prends exemple sur ta sœur. » Cette phrase m'a suivi toute mon enfance comme un écho incessant. J'aidais à nettoyer la cuisine, j'avais d'excellentes notes, je ne répondais jamais, mais ce n'était jamais assez. Ivy était irréprochable. Un après-midi, en tournant sur elle-même dans le salon, Ivy a cassé le vase en cristal préféré de maman. J'ai accouru avec un balai, prête à l'aider. Mais avant que je puisse m'expliquer, maman a explosé. « Mais comment peux-tu être aussi insouciante, Olive ?» J'ai figé le balai dans mes mains. Ivy s'est mordu la lèvre, feignant d'être désolée, même si ses yeux brillaient de satisfaction. Ce jour-là, j'ai appris que chez nous, la vérité était facultative, mais que le favoritisme, lui, ne l'était pas. Papa travaillait de longues heures et s'impliquait rarement. Quand il rentrait à la maison, la parole de maman était loi, et Ivy avait toujours raison. J'ai trouvé la paix à l'école, où les professeurs me voyaient tel que j'étais. Je me suis inscrite à des clubs, j'ai gagné des prix et je me suis enfin sentie reconnue. Mais chaque fois que je ramenais un certificat à la maison, maman levait à peine les yeux. Les notes, ça ne compte pas. Les bonnes manières, si, disait-elle, tandis qu'Ivy exhibait sa nouvelle robe. Au bout d'un moment, j'ai arrêté d'essayer de l'impressionner. J'ai commencé à minimiser mes succès pour qu'on ne puisse pas m'accuser de rivaliser. Quand je suis partie à l'université, je pensais que la distance arrangerait les choses. Je me trompais. Maman m'appelait une fois par semaine, mais demandait toujours des nouvelles d'Ivy en premier. Ivy venait d'entrer aux Beaux-Arts dans l'Est du pays, et la famille lui avait organisé un grand dîner d'adieu, ballons, photos, et même une prière. Quand j'ai obtenu une bourse partielle, maman a juste dit « C'est gentil, ma chérie ». Ce mot « gentil » m'a blessé plus que n'importe quelle insulte. 6 mois plus tard, Ivy a abandonné ses études, mais il n'y a eu ni reproche ni déception. Elle a besoin de temps pour se trouver, disait maman en lui envoyant de l'argent tous les mois. Des années plus tard, quand j'ai proposé de participer aux frais d'hospitalisation de papa, maman m'a répondu « Tu n'aurais pas dû ». Ivy se sent coupable de ne pas avoir pu. D'une certaine manière, même ma gentillesse est devenue une raison de plus de la complimenter. À l'âge adulte, ce schéma n'a pas changé. Il s'est simplement aggravé. Les erreurs d'Ivy étaient des malentendus. Mes limites étaient froides. Les dîners de famille étaient toujours une scène, et Ivy en était toujours la vedette. Elle parlait de ses nouveaux projets, de ses amis, de sa vie, tandis que je me contentais d'acquiescer. J'avais appris à me taire pour ne pas devenir le problème. Mais le silence n'apaise pas. Il ne fait que masquer la douleur. Chaque fois que je rentrais à la maison, je voyais la même photo encadrée d'Ivy sur la cheminée, sa photo de remise de diplôme. Même si elle n'a jamais obtenu son diplôme,
Cela me faisait rire, mais discrètement. C'est ce que j'étais devenue. La discrète, la facile à vivre, l'invisible. Je me disais que ce n'était pas grave, que la famille n'était pas censée être juste, que maman aimait différemment. Mais au fond de moi, je connaissais la vérité. Elle ne me voyait pas. Pas vraiment. J'avais passé 30 ans à essayer de me faire entendre de ceux qui n'appréciaient que l'image qu'ils se faisaient de moi, obéissante, silencieuse, reconnaissante. Le soir où Ivy a jeté ce gâteau, il ne s'agissait pas du dessert. Il s'agissait de tous les instants qui y avaient mené. De toutes ces fois où on m'avait dit de rester calme pendant qu'elle s'en tirait avec sa cruauté. De tous ces moments où le silence avait été pris pour du pardon. Et tandis que je me tenais là, dans cette cuisine, j'ai compris que ce gâteau au chocolat n'était pas la première chose qu'elle avait jetée. C'était juste la dernière. Ce gâteau ne représentait pas seulement du chocolat. Il représentait 30 ans de silence étouffé. Au matin, la maison était de nouveau calme, mais mon téléphone, lui, ne sonnait pas. L'odeur du glaçage flottait encore dans la cuisine, mêlée à la légère amertume du café et à quelque chose de plus lourd, la honte. J'avançais lentement, nettoyant le désordre de la veille, la poubelle encore entr'ouverte, des morceaux de chocolat collés au rebord. Mon mari, Marc, a proposé de m'aider, mais je lui ai dit que j'avais besoin d'un moment seul. Il y avait quelque chose d'étrangement apaisant à nettoyer les restes d'une crise de colère. J'ai rempli le lave-vaisselle, pris un chiffon et remarqué le petit voyant rouge clignotant de la caméra de sécurité sur l'étagère. Je l'avais presque oublié. La curiosité m'a piqué. J'ai ouvert l'enregistrement sur mon téléphone. L'écran s'est illuminé au moment où Ivy a pris le gâteau. La mâchoire serrée, le regard défiant. Le bruit de l'assiette heurtant le plastique m'a fait sursauter, même à travers le minuscule haut-parleur. Pendant quelques secondes, je suis resté figé devant la vidéo, en boucle. La preuve que ce qui s'était passé n'était pas exagéré, que je ne l'avais pas imaginé. Puis mon téléphone a vibré à nouveau. Un SMS d'elle. Tu as exagéré. Ce n'est qu'un gâteau. J'ai dévisagé le message, son audace brûlant plus fort que la colère. J'ai tapé 3 réponses différentes et je les ai toutes effacées. Aucune n'avait d'importance. J'ai jeté le téléphone sur le comptoir et j'ai continué à nettoyer. Quelques minutes plus tard, maman a appelé. Sa voix était douce, presque récitée. Ma chérie, j'ai parlé à ta sœur ce matin. Elle est très mal. Ne t'en fais pas, d'accord? Ça n'en vaut pas la peine. J'ai collé le téléphone à mon oreille. Elle a jeté mon gâteau d'anniversaire à la poubelle. Maman, silence. Puis elle a soupiré. Je sais, ma puce, mais les familles se disputent. Laisse tomber. Elle disait toujours ça comme si la paix exigeait de faire semblant. Je n'ai pas répondu, j'ai juste marmonné que j'étais occupé et j'ai raccroché. 1 heure plus tard, papa a appelé. Son ton était désinvolte, comme s'il parlait de la pluie et du beau temps. J'ai entendu dire qu'il y a eu un petit souci hier soir, a-t-il dit. Ivy voulait juste attirer l'attention. Ne t'en fais pas. Ma gorge s'est serrée. Tu as raison, ai-je dit sèchement. Je ne m'en ferai pas. Une fois l'appel terminé, j'ai enregistré la vidéo dans un dossier privé de mon ordinateur portable. Marc a regardé par-dessus mon épaule. Tu la gardes? A-t-il demandé. Oui, ai-je répondu. Je pourrais en avoir besoin. Il n'a pas insisté. Il hocha simplement la tête, comme on le fait quand on sent l'orage arriver. Le reste de la journée s'écoula au ralenti. Je repliai les décorations restantes, relavai la vaisselle, même si elle était propre. N'importe quoi pour m'occuper les mains. Dehors, le ciel d'hiver de Kansas City était pâle et froid, et la lumière qui filtrait à travers les rideaux semblait presque incolore. Le silence était pesant, pas paisible. Chaque vibration de mon téléphone me faisait sursauter, m'attendant à un nouveau message, un nouveau rappel qui réécrivait l'histoire à son avantage. Je ne répondis à aucun. Marc proposa d'aller faire un tour en voiture, mais je restai sur le canapé à faire défiler les photos de la fête, prises quelques minutes avant que tout ne bascule. Tout le monde souriait, les yeux brillants, inconscient du chaos qui allait suivre. Je zoomai sur le visage d'Ivy sur la photo de groupe. Elle fronçait déjà les sourcils, déjà distante. Peut-être était-elle venue avec l'intention de tout gâcher. Peut-être était-ce le but. Le soir venu, ma boîte de réception était pleine de messages de la famille. Que s'est-il passé? Ta mère a dit qu'il y avait eu un malentendu. Ivy avait l'air si bouleversée. J'étais stupéfaite de la rapidité avec laquelle sa version s'était répandue. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai rouvert la vidéo, je l'ai regardée une fois de plus, et cette fois, je n'ai pas ressenti de colère. J'ai ressenti de la lucidité. La vidéo ne parlait pas du gâteau. Elle apportait une preuve. La preuve que, pour une fois, je n'avais pas imaginé être traitée comme si je ne comptais pas.
La preuve que la personne que tout le monde adorait pouvait être cruelle en l'absence de témoins. J'ai fermé l'ordinateur portable, j'ai expiré lentement et je me suis adossé. Pour la première fois depuis des années, je n'essayais pas de me justifier. Je ne cherchais pas à arranger les choses. J'ai simplement laissé le silence s'installer. Je pensais que si je l'ignorais assez longtemps, la situation finirait par s'estomper, comme toujours. Les familles oublient. Les gens tournent la page. Mais au fond de moi, quelque chose me disait que cette fois serait différente. Je le sentais. L'air était trop immobile, le silence trop pesant. L'orage n'était pas passé. Il se préparait. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 50 appels manqués et une vidéo que je n'avais jamais enregistrée. Mon téléphone vibrait sans cesse sur ma table de chevet, comme s'il paniquait pour moi. Je l'ai attrapé, m'attendant peut-être à des nouvelles du travail ou à des messages d'amis prenant des nouvelles de la fête. Au lieu de cela, la première notification m'a figé. Ivy Hartman avait publié un nouveau statut. La légende disait « Certaines personnes révèlent leur vrai visage lors des réunions de famille ». Sous un emoji qui pleure et un cœur, rien d'autre. Pourtant, il y avait déjà des centaines de « j'aime » et de partages. Les commentaires affluaient, des gens qui demandaient ce qui s'était passé, d'autres qui la réconfortaient, me traitant de froide sans connaître le moindre détail. J'ai continué à faire défiler et j'ai senti mon estomac se nouer. Elle avait mis en ligne une courte vidéo, de seulement 15 secondes. La miniature montrait ma cuisine. Ma voix, sèche mais calme, résonnait dans le téléphone. Source. La vidéo s'arrêtait là, juste avant qu'elle ne laisse tomber le gâteau. Dans sa version, j'avais l'air du monstre, de la sœur ingrate et en colère chassant sa propre fille le jour de son anniversaire. Le timing était parfait, le montage impitoyable. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Marc se pencha, somnolent et perplexe. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il. Je viens de lui passer le téléphone. Il observa en silence, puis murmura. Elle a publié ça publiquement. J'acquiesçai. C'est partout. Quand j'ouvris enfin mon ordinateur portable, la publication s'était répandue sur toutes les plateformes. Quelqu'un l'avait enregistrée, republiée avec des légendes comme « Certains n'apprécient jamais leur famille ». Des inconnus que je n'avais jamais rencontrés disséquaient ma vie dans les commentaires. Mon téléphone vibrait sans arrêt. Des amis de la fac m'envoyaient des SMS. « Salut, ça va ? De quoi parle cette vidéo ?» Je n'ai pas répondu. Mes mains tremblaient trop pour que je puisse écrire. Vers midi, j'ai reçu un courriel des RH. L'objet m'a glacé le sang. Demande de réunion urgente. Je travaillais comme coordinatrice de projet pour une agence de design du centre-ville de Kansas City, une entreprise qui se targuait de son esprit d'équipe. Quand je suis entré dans la salle de réunion, ma responsable et la responsable RH étaient déjà assises, le visage poli, mais méfiant. Olive, ma responsable, a commencé. Nous avons constaté une activité en ligne vous concernant. Ce n'est probablement rien, mais cela attire l'attention. La responsable RH a ajouté doucement. Nous comprenons qu'il s'agit d'une affaire privée, mais comme votre nom et votre visage sont visibles, cela nuit à notre image de marque. J'ai sorti mon téléphone et j'ai visionné l'enregistrement original de la caméra de sécurité, la séquence complète montrant Ivy jetant le gâteau, moi immobile, ne disant presque rien. Pendant un instant, le silence régnait dans la pièce, hormis le bourdonnement de la climatisation. Ma responsable a soupiré. C'est assez différent de la version en ligne. J'ai acquiescé. C'est généralement le cas. La responsable RH s'est raclé la gorge. Nous vous recommandons de ne pas vous exprimer publiquement. Ces choses-là se calment plus vite si. Il ne faut pas jeter de l'huile sur le feu. J'avais envie de rire de ce. Il ne faut pas jeter de l'huile sur le feu. Un conseil facile venant de gens qui n'avaient jamais souffert. Pourtant, je n'ai rien dit. Ils m'ont remercié pour mon professionnalisme et m'ont suggéré de prendre quelques jours de congé pour laisser les choses se calmer. Avant mon départ, mon supérieur a ajouté. Nous allons temporairement réaffecter vos tâches afin d'éviter toute distraction. Dans l'ascenseur qui descendait au hall, mon reflet était pâle et étranger. Je n'étais pas encore en colère. J'étais vide. Les gens qui passaient devaient penser que j'étais juste une employée de bureau qui passait une mauvaise matinée, et non quelqu'un dont la réputation était mise à mal par sa propre sœur. De retour chez moi, je me suis assise sur le canapé, faisant défiler les commentaires comme si je regardais un accident de voiture au ralenti. Je n'arrivais pas à m'arrêter. Qui traite sa famille comme ça? Pauvre Ivy. Elle mérite mieux. Certaines sœurs sont tout simplement jalouses. Les mots se sont transformés en un brouhaha, mais la douleur persistait. J'ai éteint mon téléphone, l'ai jeté sur la table basse et j'ai fixé l'écran noir de la télévision. Marc est entré discrètement, a posé une tasse de thé à côté de moi et a dit « Tu n'as rien à prouver à personne. »
Sa voix était calme, mais je sentais la colère qui couvait en lui. Je pris la tasse, les mains tremblantes. Ils pensent que je suis la méchante, dis-je doucement. Ils l'ont toujours pensé, répondit-il. L'après-midi s'étira jusqu'au soir, ma boîte mail débordant de messages de collègues, mi-curieux, mi-prudents. Quelques-uns me défendirent en privé, mais la plupart gardèrent le silence. Je sentais bien que les gens prenaient parti, même s'ils ne le disaient pas ouvertement. Quand le soleil disparut à l'horizon, je me dirigeai vers la fenêtre et regardai les réverbères s'allumer. Pendant des années, j'avais réparé les dégâts d'Ivy, ses mensonges, ses excuses, ses bêtises. Mais cette fois, c'était différent. Mon humiliation n'était plus privée. Elle avait désormais une section commentaires. Et pour une fois, je n'allais pas réparer ses erreurs en silence. Quelques jours plus tard, maman appela, la voix tremblante comme si elle pressentait ce qui allait se passer. Elle ne dit pas grand-chose, juste que papa voulait que tout le monde en parle. Le ton de sa voix n'était pas une demande, mais une obligation. J'ai pourtant acquiescé. J'ai eu la gorge serrée dès que j'ai raccroché. En arrivant dans l'allée de la maison de mes parents à Kansas City, l'air hivernal était devenu si vif qu'il me piquait la peau. Par la fenêtre du salon, j'ai vu la voiture d'Ivy déjà garée dehors. Bien sûr, elle était en avance. Elle l'était toujours lorsqu'il y avait un spectacle. À l'intérieur, l'air était plus froid que le froid extérieur. Maman était assise à la table à manger, les mains crispées autour d'une tasse de thé qu'elle ne buvait pas. Papa se tenait près de la fenêtre, faisant semblant de lire le journal. Ivy était assise en face d'eux, son maquillage impeccable, son expression volontairement fragile. « Olive !» commença maman d'une voix douce mais tendue. « On veut juste arranger ça. Les familles ne devraient pas se disputer en public. » J'ai tiré une chaise, mais je ne me suis pas assise. Alors peut-être que les familles ne devraient pas s'humilier en public non plus. Maman a tressailli, jetant un coup d'œil à Ivy, qui a aussitôt eu les larmes aux yeux. Je ne voulais pas que tout ça. C'est arrivé, dit-elle, la voix légèrement brisée pour paraître crédible. Les gens ont déformé mes propos. J'étais juste blessée. Je haussai un sourcil. Blessée que tu aies monté une vidéo et l'aies postée à des milliers d'inconnus. Ivy renifla théâtralement. Tu m'as fait passer pour la méchante. D'abord, Olive. Tout le monde pense que je suis la méchante à cause de ta réaction. À cause de ma réaction, dis-je d'une voix calme. Tu as jeté mon gâteau à la poubelle, Ivy. Ça suffit. Papa intervint en baissant le journal qu'il n'avait pas lu. Elle a fait une erreur, mais ça reste ta sœur. On ne prend pas parti. Je croisai son regard. Tu dis toujours ça quand il s'agit de la protéger. Et moi alors? Il fronça les sourcils. Tu es plus forte. Elle est plus sensible. Tu la connais. Jay Resu Cape. Oui, je la connais. Je sais exactement comment elle est. Oh, la voix de maman se brisa. S'il te plaît, on ne peut pas laisser tomber. Les voisins commencent à parler. Je me tournai lentement vers elle. Tu te soucies plus des voisins que de ce qu'elle a fait. À moi. Ses yeux se sont détournés. Ce n'est pas vrai. Mais son silence disait le contraire. Ivy s'est essuyé les yeux avec un mouchoir. Je veux juste retrouver ma réputation. Au travail, on chuchote. Tu as ruiné ma réputation. J'ai expiré, fouillé dans mon sac et sorti mon téléphone. Très bien, ai-je dit. Regardons tout ensemble. Un silence de mort s'est installé. J'ai appuyé sur lecture. Les rires de la fête d'anniversaire ont empli la pièce, suivi du bruit sourd d'un gâteau s'écrasant sur le visage d'Ivy en plastique, tordu de colère, et de ma voix calme et posée. Sors. La vidéo s'est terminée. Pendant un instant, personne n'a parlé. Puis, papa s'est raclé la gorge. Elle a fait une erreur, mais elle reste ta sœur. Sa répétition résonnait différemment cette fois. Plus lourde, plus vide. Je l'ai regardée et j'ai dit doucement. Et je reste ta fille, mais tu ne m'as jamais défendue. Le silence qui a suivi était assourdissant. Ivy s'est levée brusquement, sa chaise raclant le sol. C'est ridicule. Tu t'amuses bien, n'est-ce pas? Elle sortit en trombe, claquant la porte si fort que les cadres photos tremblèrent. Maman l'appela, mais Ivy ne se retourna pas. Lecho persista. Je fixai la porte un instant de plus, puis me tournai vers mes parents. Vous vouliez la paix, dis-je. La voici. Je me dirigeai vers le couloir, mes bottes claquant sur le parquet. La voix de maman assis brise derrière moi. Olive attends à sa LTE plate. Je m'arrêtai, mais sans me retourner. Vous m'avez toujours dit de ne pas faire d'histoire, dis-je doucement. Mais les histoires, c'était le seul mot qu'elle prononçait. J'ouvris la porte et sortis dans l'air froid. Le vent me piquait les joues, mais l'air était plus pur que celui de cette maison. Pour la première fois, je ne me sentis pas coupable de partir. Je me sentais libre. Ce soir-là,
je compris que le silence ne m'avait jamais protégé. Il ne l'avait protégé qu'elle. Pendant des années, j'avais confondu le silence avec la paix, l'endurance avec la force. Mais assise seule dans mon appartement, à repasser en boucle les fausses larmes d'Ivy. Au fond de moi, j'ai enfin compris que le silence m'avait seulement rendu invisible. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à taper des noms. Des gens qui avaient travaillé avec elle, étudié avec elle, étaient en couple avec elle, lui avaient fait confiance. La liste était plus longue que prévu. J'ai commencé par Claire, une ancienne collègue d'Ivy dans une agence de marketing à Saint-Louis. Je ne lui avais pas parlé depuis des années, mais quand je lui ai envoyé un message, elle m'a répondu en quelques minutes. Je ne suis pas surprise qu'elle recommence à semer la zizanie. Qu'a-t-elle fait cette fois-ci? Nous avons discuté en visioconférence pendant près d'1 heure. Claire m'a montré des captures d'écran d'anciens messages où Ivy se vantait de manipuler des clients pour obtenir des échantillons gratuits en utilisant mon nom comme référence pour paraître crédible. Elle a dit que tu étais son associé, a expliqué Claire. C'est comme ça qu'elle concluait des affaires. J'ai eu la nausée. Puis est arrivé Michael, un ancien ami d'Ivy de la fac. Il m'a envoyé un enregistrement audio où l'on reconnaissait parfaitement sa voix. Les gens croient n'importe quoi si tu as l'air suffisamment émotif. Chaque nouvel élément de preuve dressait le même tableau, un schéma. Un mensonge peaufiné au fil des ans. En moins de 48 heures, j'avais reçu des messages, des captures d'écran et des enregistrements de 6 personnes différentes. Certains étaient furieux, d'autres presque soulagés de pouvoir enfin en parler. Un courriel se démarquait des autres. L'objet était « Tu devrais savoir ça ». À l'intérieur, un petit mot d'une certaine Denise, qui travaillait dans une petite entreprise de soins de la peau. Ta sœur a utilisé ton nom pour obtenir des produits gratuits pour son compte de test sur les réseaux sociaux. Quand on lui a demandé une preuve de partenariat, elle nous a bloqués. Elle avait joint les reçus et une capture d'écran de l'ancien profil d'Yves où mon nom figurait sous « collaboration ». Je fixais le dossier « preuve » sur mon bureau. Des dizaines de fichiers, chacun révélant un petit mensonge enfin mis au jour. Je ne ressentais aucune joie. Je ne ressentais même plus de colère. Juste de la lucidité. Marc entra discrètement dans la pièce. « Tu es sûr de vouloir le publier ?» demanda-t-il. « Une fois publié, tu ne peux plus revenir en arrière. » J'acquiesçai. Elle voulait un public. Je lui en donnerais un. J'ai passé les 2 heures suivantes à monter le tout, sans musique dramatique, sans des insultes, aucune narration, juste des orodatages, des faits et des visages. La première vidéo montrait Ivy lançant le gâteau. Puis des captures d'écran se sont fondues dans des emails, des SMS et des enregistrements vocaux. La dernière diapositive disait « Voici ce qui s'est vraiment passé et ce qui se passe toujours ». Quand je l'ai mise en ligne, je n'attendais pas grand-chose, mais en 1 heure, le nombre de vues a explosé. Les gens ont commencé à la partager avec des légendes comme « Enfin, toute l'histoire et les preuves parlent plus fort que les larmes ». La section des commentaires a été inondée de messages de soutien. Je savais que quelque chose clochait avec cette première vidéo. Cette femme mérite des excuses. Il ne faut jamais sous-estimer les personnes discrètes. Elles sont simplement en train de rassembler des preuves. Le lendemain matin, la vidéo avait été visionnée des centaines de milliers de fois. La publication originale d'Ivy avait disparu. Son compte avait été supprimé. Quelques-uns de ses anciens amis ont posté des messages vagues sur le fait que la vérité commençait à éclater. Je n'ai pas répondu. Ce n'était pas nécessaire. Maman a envoyé un SMS. Nous avons vu la vidéo. Nous voulons juste que ça s'arrête. Papa n'a pas envoyé de message du tout. Pour une fois, leur silence n'était pas gênant. Une piqûre. C'était comme un aveu. Je suis sorti sur le balcon. La ville était encore à moitié endormie sous la lumière matinale. Pendant des années, j'avais porté le poids de me défendre en silence, attendant que justice se fasse d'elle-même. Mais la justice ne vient pas quand on se tait. Elle vient quand on montre la vérité. Le vent s'est levé, me caressant les cheveux contre la joue. Quelque part là-bas, Ivy faisait face à ce qu'elle avait construit de ses propres mains. Et pour la première fois, je ne me suis pas sentie insignifiante dans son ombre. La vérité n'avait pas besoin que je la crie. Elle avait juste besoin d'être vue. 1 semaine après que ma vidéo soit devenue virale, le monde d'Ivy a commencé à s'effondrer au ralenti. Ses sponsors se sont retirés un à un, les marques publiant de brèves déclarations comme « Nous ne tolérons pas les représentations ». Mensongers. L'agence de relations publiques avec laquelle elle travaillait a retiré sa photo de son site web du jour au lendemain. Vendredi, son courriel lui a été retourné avec un message automatique. Ce compte n'existe plus. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Ses voisins, autrefois si enthousiastes à l'idée de la saluer par-dessus la pelouse, lui ont tourné le dos. Des amis communs ont quitté les discussions de groupe qu'elle avait créées,
celle où elle se vantait de ses contrats publicitaires et de la gestion de son image. Des captures d'écran de ses anciennes publications ont refait surface, accompagnées de commentaires disséquant chaque mise en scène. Internet n'oublie jamais, mais il aime rendre des comptes. Sa mère a d'abord tenté de la défendre en ligne, en publiant des commentaires vagues comme « On fait tous des erreurs. Arrêtez la haine, s'il vous plaît ». Mais les réponses ne tardèrent pas. Les erreurs ne laissent pas de traces. Elle supprima son commentaire en moins d'1 heure. Propaganda the silence. Son silence en disait plus long que tous les mots. Un matin, une enveloppe se glissa sous ma porte. Le logo dans le coin était celui d'un cabinet d'avocats. À l'intérieur, une lettre de l'avocat d'Yvette me sommait de cesser immédiatement et de retirer la vidéo pour diffamation. Le ton était formel, menaçant, désespéré. Marc la lut par-dessus mon épaule et dit à voix basse « Il bluffe ». J'appelai l'avocat dont le nom figurait en bas de la lettre, je lui donnai mon nom et je dis « Chaque fichier de cette vidéo est authentique et horodaté. Si vous voulez, je peux vous en envoyer des copies pour référence. » L'appel s'est terminé au bout de 3 minutes. La lettre est restée sans suite. 2 jours plus tard, papa s'est présenté à ma porte. Il paraissait plus petit, les épaules voûtées, son calme habituel remplacé par la culpabilité. Je ne l'avais pas revu depuis la réunion de famille. Il tenait son chapeau à 2 mains, le faisant tourner lentement. « Olive, dit-il, j'aurais dû le voir plus tôt. » J'aspirais tellement à la paix que j'ai ignoré la vérité. Pour la première fois, je n'ai pas ressenti le besoin de le réconforter. J'ai simplement hoché la tête. « Tu le vois encore » ai-je demandé doucement, mais de loin. Il a dégluti difficilement et a hoché la tête, les yeux vitreux. « Je comprends. » Lorsqu'il est parti, j'ai refermé la porte doucement, sans colère. Avoir raison ne m'apportait aucune satisfaction, juste le soulagement d'en avoir fini. Pendant ce temps, Ivy est retournée vivre chez nos parents. Son bail s'est terminé prématurément, son propriétaire ayant décidé de ne pas le renouveler. Trop d'attention, lui avait-il dit. D'après maman, les parrainages ont complètement cessé. Ses soi-disant amis ne répondaient plus. L'image lisse qu'elle avait construite pendant des années s'est brisée, ne laissant place qu'au silence et aux murmures. Parfois, des internautes m'identifiaient sur ces anciennes photos, comme pour me demander si je me sentais vengée. Je n'ai jamais répondu. La justice n'est pas une question de célébration, mais de clarté. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un courriel inattendu de mon ancien responsable au sein de l'agence de design. L'objet était « Opportunité à Chicago ». Ils avaient vu comment je gérais tout en public, calme, factuel, posé, et ils voulaient que je prenne la tête d'une nouvelle équipe projet, que j'obtienne une promotion et que je déménage, le tout en même temps. J'ai relu le courriel 2 fois, à moitié incrédule. Chicago, un nouveau départ. Ce soir-là, j'ai traversé le centre-ville de Kansas City une dernière fois. La silhouette des villes brillait sous le soleil couchant, familière, mais plus petite que dans mon souvenir. Je me suis garé près du pont qui surplombe la rivière, la même où Marc et moi avions eu notre premier rendez-vous. L'eau scintillait d'or et, un instant, j'ai repensé à tout ce qui m'avait mené jusque-là. Le gâteau, le silence, la tempête et enfin le calme. Arrivé chez moi, j'ai fait mes valises discrètement, juste l'essentiel. Le reste pouvait rester là-bas. Avant de fermer le dernier carton, j'ai trouvé une vieille photo de famille. Maman, papa, Ivy et moi, tous souriants comme si nous croyions à cette illusion. Je l'ai rangée dans le tiroir plutôt que dans la valise. Certains souvenirs sont mieux laissés dans la maison où ils appartiennent. Alors que la nuit tombait, Marc a demandé « Tu crois qu'elle changera un jour ?» J'ai longuement réfléchi. J'ai hésité avant de répondre. « Peut-être », ai-je dit. Mais je ne serai plus là pour le savoir. Le lendemain matin, lorsque nous avons enfin quitté l'allée, l'air était plus léger. La ville semblait rétrécir dans le rétroviseur, mais j'avais le cœur léger. La vérité avait assez résonné. Il était temps de vivre sans qu'elle me hante. 1 an plus tard, je me tenais dans la même cuisine, devant les mêmes murs, dans le même silence, mais j'étais différente. La lumière de fin d'après-midi filtrait à travers les stores, caressant le plan de travail où trônait autrefois ce gâteau. Il ne me hantait plus. Il n'y avait plus que la lumière du soleil sur le marbre et la paix. J'étais retourné à Kansas City pour une courte visite, juste un week-end, pour voir mes parents. Je n'avais pas dit à Ivy que je venais, et je n'avais pas l'intention de le faire. Certaines portes restent fermées pour une raison. Maman m'a serré dans ses bras sur le seuil, ses bras hésitants comme si elle n'était pas sûre d'en avoir le droit. « Tu as bonne mine », a-t-elle dit doucement. Ses cheveux étaient plus gris maintenant, ses yeux fatigués, mais bienveillants. Papa esquissa un sourire depuis le salon, comme pour m'offrir un soutien discret. Nous avons parlé de choses sans importance, la météo, les nouveaux voisins, les tomates du jardin. Personne n'a prononcé le mot hier. Ce soir-là,
Maman m'a tendu une enveloppe avant que je monte. J'ai écrit quelque chose pour toi, a-t-elle murmuré. L'écriture était familière, soignée, prudente, empreinte de culpabilité. J'ai attendu que le silence revienne avant de l'ouvrir. La lettre était longue. Des excuses, des regrets, une tristesse qui arrive trop tard pour changer quoi que ce soit. Nous ne nous rendions pas compte à quel point nous t'avons blessé en essayant de maintenir la paix. Je comprends maintenant que la paix sans justice n'est pas la paix. Je l'ai lu une fois, l'ai plié soigneusement et l'ai remise dans l'enveloppe. Je n'ai pas répondu. Le pardon n'a pas besoin d'être proclamé. Parfois, il suffit de se libérer de ce fardeau. Le lendemain matin, j'ai traversé la ville en voiture pour aller chercher un gâteau. La même boulangerie, le même parfum de cacao et de vanille qui m'enveloppait comme un souvenir. La femme derrière le comptoir sourit. Encore un anniversaire? J'acquiesçai. Oui. Du chocolat, s'il vous plaît. Je ne dis pas pour qui c'était le mien cette fois-ci. De retour à la maison, Marc avait disposé 2 bougies sur la table, une pour chacun de nous. Une petite fête, dit-il. Comme tu l'aimes. Nous avons mangé en silence, le glaçage étant onctueux et riche. Il se pencha en arrière sur sa chaise et dit « Tu sais, c'est la meilleure façon de se venger. » Je souris en